La Tunisie a franchi une nouvelle étape de son histoire. 7 millions d'habitants appelés aux urnes et premier scrutin libre. Beaucoup d'émotions donc et beaucoup de questions pour demain. Quel résultat? Quelle Tunisie? Comment éviter tout retour en arrière, notamment sur la question de la place des femmes et de la laïcité? Reportage à Tunis ce dimanche. Samassoula et Yann Moine. D'interminables files d'attente, les Tunisiens ont aujourd'hui massivement répondu à l'appel de la démocratie. Être là pour donner sa voix et participer à l'écriture de sa propre histoire. Tout le monde était fier de voter, on attendait sans contrainte, tout le monde était heureux. Ça fait chaud au cœur d'entrer, de voter par conviction. C'est un premier pas vers l'avant et au moins les gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas fait pour rien. Dans les bureaux de vote, le premier geste est de tremper son doigt dans de l'encre bleue pour éviter les doubles votes. Le bulletin est une immense feuille avec le nom et le sigle des partis, très utile pour les nombreux analphabètes. Méthodiques, fébriles, les organisateurs ne veulent commettre aucun impair, l'application des débutants. Nous voulons faire notre travail le plus parfaitement possible et nous essayons d'appliquer toutes les règles que nous avons apprises. Cette fois, pas question d'être simple figurant comme au temps de Ben Ali. Chacun veut faire entendre sa voix et cherche son nom sur les listes. Mon cœur bat très fort parce que c'est la première fois qu'on vote par conviction et par amour à notre pays. Un jour que les plus anciens ne pensaient pas voir arriver. Je suis si heureux d'avoir survécu pour vivre cette journée, voir mes enfants et mes petits-enfants voter librement. Une journée si particulière, le premier chapitre de la démocratie tunisienne. Et à Tunis, on retourne notre envoyé spécial Samassoula. On est ce soir entre euphorie, c'était un jour exceptionnel et bien sûr questionnement. Sama, premier enseignement ce soir, c'est bien sûr l'impressionnante participation, près de 70%. Mais on ne connaîtra les résultats que mardi, c'est cela ? Oui, bonsoir Laurent. 70%, c'est exceptionnel, surtout qu'il s'agit de l'élection d'une assemblée constituante et non des législatives ou des présidentielles. Et on s'est mobilisé pas seulement à Tunis, mais aussi dans les zones reculées d'où est partie la révolution. Alors on ne connaîtra effectivement les résultats que mardi. Ils seront proclamés ici, dans cette salle où je me trouve. Et tout l'enjeu est de connaître l'équilibre des forces entre le parti Ennahda, qui se dit islamiste modéré et qui a dominé cette campagne, et les forces progressistes qui n'ont pas réussi à s'entendre sur une même liste. Alors vous le savez, les islamistes étaient totalement bannis sous Ben Ali et pour la première fois, on va connaître leur poids dans la société tunisienne qui semble divisée entre laïcs et partisans d'une société plus proche de l'islam. Merci Sama. Cap sur la Libye maintenant. 3 jours après la mort de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi, les nouvelles autorités du pays ont proclamé la libération totale du pays et cela devant une foule qui s'est rassemblée, vous le voyez, à Benghazi. Parallèlement, nos équipes se sont rendues à Sirte. C'est là que tout a finalement basculé. Le dernier bastion pro-Kadhafi, qui n'est plus désormais qu'une ville en ruine. Franck Genozo, Philippe Turpot. Des véhicules calcinés, des immeubles détruits. La route qui mène à Sirte ne laisse pas de place au doute. Le siège de la ville a été terrible. Et les militaires quadrillent encore la zone, rue par rue. Tout à coup, nous apercevons un petit attroupement sur le bord du chemin. Un soldat nous emmène. Il est arrivé à pied après l'attaque de son convoi. L'homme nous conduit en contrebas de la route pour nous montrer le lieu qui fait désormais la fierté des révolutionnaires. C'est donc ici, dans une de ces 2 canalisations, qu'a été retrouvé le colonel Kadhafi, sous la route qui quitte Sirte. Et depuis, les soldats et les curieux se succèdent ici pour voir l'endroit où le colonel se cachait. Dans ses discours, il nous traitait de rats, mais en fait, le rat d'égout, c'était lui. Un peu plus loin, une partie du convoi dans lequel l'ancien leader a tenté de fuir. Une série de 4x4 pulvérisés par les frappes de l'OTAN. À côté, des cadavres alignés, pourrissent au soleil. Ils sont numérotés. Il y en a plus de 300. Kadhafi est mort, la guerre est finie. Que Dieu en soit remercié. Pendant presque 2 mois, le colonel s'est caché au cœur de sa ville natale, dans ce qu'on appelle le quartier numéro 2, le fief de la tribu des Kadhafi. Les combattants n'ont pas fait de détails. Recouverte d'un tapis de douilles, la ville n'est plus qu'un champ de ruines.
Certains habitants nous invitent à entrer chez eux pour prendre conscience des dégâts et ils ne cachent pas leur amertume. C'était la terreur ici. On a dû fuir. On était pris entre deux feux. À Benghazi et Tripoli, ils font la fête. Mais ici, les révolutionnaires, ils nous ont apporté quoi? Que des destructions. Sur le bord de mer, dans un hôtel à l'abandon, les habitants regroupent des cadavres. Des pro-Kadhafi, disent-ils, exécutés par les révolutionnaires, mais aussi des civils. Merci l'OTAN d'avoir détruit notre ville. Et merci Sarkozy de nous avoir humiliés. Sans électricité, sans eau, les habitants se disent livrés à eux-mêmes, avec l'impression que Sirte est aujourd'hui la seule ville qui a perdu la guerre. Voilà pour ce reportage. Il est 20h22.